Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, l'original, le grand forum tous les jours 16h, 18h, méfiez-vous des imitations, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va beaucoup parler de voile encore et toujours avec ces débats qui se proposent dans nos médias à l'initiative de quelques députés. Et nous recevrons tout à l'heure en exclusivité sur France Maghreb 2 Rachida Bakouri au cœur de la polémique malgré elle, assesseur dans un bureau de vote dimanche dernier. Voilà que le MoDem et les LR ont déposé un amendement visant à faire interdire le port du voile pour les assesseurs dans les bureaux de vote. Et on a parlé encore cette nuit des mariages et des mariages, oui, avec les drapeaux étrangers, avec les danses traditionnelles. Et vous allez voir que nous écouterons Gilles Platreux qui a été très clair sur le coup. Hein. C'est carrément les Maghrébins qui posent problème pour lui. Et puis nous écouterons également la députée du Doubs qui a eu un échange assez musclé avec Dupond-Moretti cette nuit pour m'accompagner aujourd'hui. Ça y est, il l'a fait. Et oui, il est nouveau conseiller régional. Monsieur Philippe Bouriaki, comment ça va, monsieur le conseiller régional ? À nouveau, non, je suis un tout nouveau conseiller. Oui, bah, c'est ce que je dis, oui, nouveau conseiller. Bah, écoute, ça se passe, on essaye déjà de récupérer, parce que moi, ça faisait 2 ans que j'étais en campagne. Après les municipales, on a enchaîné sur les régionales. On a pris nos marques hier avec une réunion avec le groupe écolo à la région. Et puis demain, officiellement, le conseil régional d'investiture, auquel on va nous remettre l'écharpe, on va voter la présidence, la vice-présidence. Bon, bah, je vais peut-être me présenter du coup pour être président du conseil régional. On va voir. Ouais, on va rigoler. Alors, on parlera aussi du variant Delta, bien sûr, qui commence à inquiéter outre-France d'ailleurs, hein, pas qu'en France. Et avec Monsieur Dupuis, président de l'IPSE. Bonjour Emmanuel, qui est en route pour arriver en studio. Là, il est dans le taxi. D'ailleurs, on salue le taxi, Emmanuel, hein, voilà, qui est en train de. Je le salue. Voilà, il s'appelle comment d'ailleurs ? On le salue ? Ah, je sais pas. Vous vous appelez comment ? Reda, eh bien, bienvenue Reda. Voilà, Reda, on le salue, voilà. On salue Reda. Le taxi Reda qui est en train d'emmener Emmanuel Dupuis à nos studios sur France Maghreb 2. On va parler avec toi de l'Afghanistan. Et un pays qui sombre et dont personne ne parle, mon cher Emmanuel. Tu nous en parleras toi tout à l'heure dans quelques minutes dès ton arrivée dans les studios. Très intéressant aussi de parler de l'Afghanistan. On en a beaucoup parlé en 2001, 2002 et puis on n'en parle plus et pourtant le pays est en train de sombrer. C'est ce que tu nous expliqueras tout à l'heure, cher Emmanuel. Pour l'heure, messieurs, c'est le moment que j'aime bien dans cette émission, c'est le quiz. Emmanuel Dupuis passe à Philippe Bouriaki. Christophe, on t'entend plus. Hein. Comment ça, on m'entend plus ? Non, c'est bon, on t'entend. Voilà, on m'entend, voilà, tout va bien quand même les amis. Avec mes petites questions qui ont tout un rapport avec, évidemment, la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er juillet. D'ailleurs, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, le congé paternité passe de 14 jours à 28 jours. Donc faites des gosses. Ça vous rapporte des vacances. 32 jours pour naissance multiple. Ah oui, mais là, faut y aller. Non, là, faut être en forme, Emmanuel. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Faut y aller, quoi. Première question. Naissance de quelle radio en 1943 ? Un 1er juillet. Le RTF ? Non. RFI, Radio France Internationale. Non, pas RFI. BBC, non ? Non, c'est une radio qui... c'est une radio qui comment dirais-je, est née dans une principauté. RMC. Voilà, bonne réponse en même temps. Vous l'avez fait en même temps. RMC, en fait, qui s'appelait Radio Monte Carlo à sa naissance et qui est devenu en fait RMC par la suite, effectivement. Allez, égalité un partout. Indépendance de quel pays en 1960 ? De beaucoup de pays. En Afrique, pardon. Le Mali, non. Le Mali, le Niger. Non. Le Sénégal ? Non. Le Sénégal ? Non. C'est un petit pays, hein. 1960 ? Oui. Un petit pays ? Le Burkina Faso ? Non. Un pays francophone ? Je ne crois pas. C'est pas le Kenya ? Non. C'est pas la Mozambique ? C'est pas très loin du Kenya si je ne m'abuse. Pas très loin j'ai pas entendu. Du Kenya, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Pas très loin du Kenya. Nigeria ? Petit pays, le Burundi ? Non, c'est pas le Burundi. C'est un Le Burkina Faso, c'est pas ça ? Non, c'est pas le Burundi. C'est le Rwanda. Non, c'est pas le Rwanda. Ils vont tous nous les faire. On va y arriver. Près
près du Kenya, un petit pays près du Kenya. Bah, je crois que c'est pas du Kenya, j'espère que je dis pas de conneries, parce qu'après ils vont se moquer de moi. Serait-ce une île? Non, c'est pas une île. L'assaut. L'assaut. Non, l'assaut, bah La Somalie? la Somalie est une bonne réponse. Oui. Ah ouais, oh là là, je sais pas. Bon, la Somalie quoi? C'est où la Somalie? Non, parce que... Oui, enfin si, c'est limitrophe. Hein. Voilà, merci Emmanuel. Non, parce que lui il connaît rien en géographie, il vient se la raconter. Voilà, la Somalie. C'est entre la Suisse et la Norvège. Oui, n'importe quoi, oui. Ouais, bah, tiens, on va se régaler avec toi au nouveau conseil régional là-bas. 2 pour Emmanuel, 1 pour Boriaki. Qu'est-ce qui devient payant, messieurs, en 1971 à Paris? Le stationnement. Le stationnement, égalité. Effectivement. Et d'ailleurs, à l'initiative des Verts, les 2 roues deviendront aussi payants à partir de l'année prochaine. Hein. Et encore les élections présidentielles. Oui, je vois qu'il y a de la bataille déjà chez les Verts hein, pour les présidentielles. Ça va être intéressant. Alors, 2 partout, attention. Quel pays devient le 28e membre de l'Union Européenne en 2013? L'Albanie. Non. Non, La Macédoine. Non. Non. 2013, c'est la 2013. Croatie. La Croatie, bonne réponse de Emmanuel Dupuis qui reprend la tête. Ah ouais, mais attends, il était fort là-dessus. Bah oui, bah attends. 3-2 pour Emmanuel Dupuis. Je cherche à présent un acteur américain mort en 2004. Ah, super. Indice, un tramway nommé Désir en 1951. Ou encore Jules César en 1953. Oui, c'est Burt. Non, c'est pas Burt. Quoi? Ah, Kirk Douglas. Non. Sur les quais en 1954. Ah, mais d'accord, tu me parles d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah, c'est pas mon problème, ça. Hein. Le parrain en 1972. Ah, Marlon Brando. Marlon Brando est une bonne réponse. Oui, il y avait encore Apocalypse Now en 1979. Marlon Brando. Bonne réponse d'Emmanuel Dupuis. Attention, ça nous fait 4-2 pour Emmanuel Dupuis. Ah, il a gagné. Je cherche maintenant un réalisateur et producteur français né en 1934. Indice. Le Poulet en 1962. Ciao Pantin en 1983. Oui. Il est décédé le 12 janvier 2009. De qui s'agit-il? Je visualise son visage. Oui. Ah, ouais, Oui. Ah, moi aussi, Moi, je visualise sa moto. Il avait une moto rouge, en plus, je me rappelle très bien. Non, pas du tout. C'est pas Coluche. Non. Je suis désolé, je connais pas les réalisateurs. Moi, je connais que les acteurs. Déjà, même les acteurs, je les trouve pas. Alors, Le Poulet en 1962, Ciao Pantin avec Coluche en 1983. Il est mort, ce réalisateur, le 12 janvier 2009. Son prénom est Claude Berry. Bonne réponse de Boriaki. Effectivement, qui revient, mais ça ne suffira pas. Victoire de notre ami Emmanuel Dupuis dans son taxi avec Reda pour le quiz d'aujourd'hui. C'est formidable, bravo Emmanuel. Dans un instant, le variant Delta, celui qu'on appelle le variant indien, vous inquiète-t-il? On en parle dans un instant au 01 40 33 9000 avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, et Philippe Boriaki, qu'on peut désormais appeler le conseiller régional d'Île-de-France sur France Maghreb 2. Et pour commencer, monsieur le conseiller régional, s'il te plaît. calmez. Je crois que Emmanuel, il va falloir qu'on fasse très attention à lui parce qu'il va vite prendre le melon, j'ai l'impression. Oui, Ouais. Le constate. melon, la pastèque, Donc il va falloir qu'on soit des copains vis-à-vis de Philippe et qu'on lui rappelle d'où il vient. Tu vois, c'est important ça, c'est de pas oublier. Ah, mais les moi, racines. je suis dans un château, c'est, je connais. Surtout pour les habitants d'Orly. C'est ça. D'ailleurs, il a conseil municipal ce soir, c'est pour ça qu'il est à distance. Alors, regarde. Et il va voir Madame Jeannaudet ce soir, la maire d'Orly. Ouais. Qui est maintenant conseillère départementale d'opposition. Ça va lui faire bizarre d'être en face de la droite. Ah bon? Enfin, ça va lui rappeler ce que je vis, moi. Oui, parce que c'est vrai qu'on rappelle, Emmanuel, que le département du 94, qui était un bastion communiste depuis Oui. voilà, Il a très basculé longtemps, à il a basculé à droite. Ouais. C'était une petite prémisse lors des municipales d'ailleurs, où pas mal de Oui. villes avaient basculé à droite. Voilà. Comme beaucoup de départements, on a beaucoup focalisé sur les régionales. Et c'est vrai que la droite a maintenu ses 7 présidences de région, la gauche ses 5 présidences de région, en tout cas pour les régions hexagonales. Mais sur les 101 départements, la droite a fait un excellent résultat. Oui, exactement. Et la droite qui va maintenant Enfin, la se droite chercher. républicaine, le parti républicain, le parti des républicains notamment. Oui, alors c'est Ouais. vrai que chez certains des républicains, Emmanuel, et on en parlera tout à l'heure, commence à un petit peu être inquiet où la frontière quand même se mincit avec le RN. Mais certains, évidemment. Ou
ultra minorité. Oui, mais qui fait parler quand même. Hein. Quoi qu'il en soit, la droite qui devra se chercher un candidat pour les présidentielles, les écolos pareil, et puis les partis socialistes aussi. On voit apparaître Anne Hidalgo. J'ai vu qu'il y avait une pétition qui avait été lancée pour qu'elle puisse se présenter. Emmanuel, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. La maire de Paris. Il y a un appel, notamment des jeunes socialistes, qui voudraient qu'elle soit présente. Néanmoins, son bilan sur la municipalité de Paris, je dis ça parce que je viens de l'étranger et beaucoup de mes amis étrangers s'étonnent du fait que quelqu'un qui gère aussi mal la ville de Paris, notamment en matière de salubrité, notamment en matière de circulation, peut difficilement prétendre à gérer l'ensemble du territoire national. Bon allez, dans un instant, le variant indien les amis, est-ce qu'il vous inquiète? Le variant Delta, il est de plus en plus présent sur le territoire. 01 40 33 9000, va-t-on échapper à une 4e vague? On en reparle dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le NGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce jeudi 1er juillet. Ça y est, nous y sommes, c'est l'été les amis. Bah oui, ça fait un petit moment que c'est l'été, même si la météo n'est pas franchement au rendez-vous pour le moment. On a d'ailleurs une petite pensée, vous avez vu ce qui se passe au Canada les amis, Emmanuel Dupuis et Philippe Bouriaki, avec des températures absolument rocambolesques. 49 degrés à Vancouver, ça tombe comme des mouches là-bas, c'est dramatique. Des chaleurs insupportables, alors que normalement il devrait faire beaucoup moins à cette même époque au Canada. Voilà, c'est preuve que quand même que la planète ne va plus peur. Moi, bien. Je connais bien l'ouest du Canada et effectivement c'est absolument dramatique. 436 personnes sont mortes avec cet effet cocotte minute. Hein. C'est comme ça que les météorologues l'évoquent. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est évidemment le réchauffement climatique, mais c'est aussi un phénomène cataclysmique, météorologique, ça arrive. Néanmoins, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de tenir compte de la multiplicité de ces phénomène de plus en plus récurrent. 01 40 33 9000, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, et Philippe Bouriaki, conseiller régional, sont avec nous aujourd'hui. On recevra à 17h Rachida Bakouri, qui est au cœur de la polémique, un peu malgré elle, j'ai envie de dire. Elle nous expliquera un petit peu son histoire avec cette proposition du MoDem et des LR. J'ai du mal d'ailleurs à saisir un petit peu la position du MoDem qui se rapproche plus de la droite que de la République en marche. C'est très intéressant à observer sur leur position en général. Quoi qu'il en soit, on va parler du variant Delta. Ce variant Delta dont on parle de plus en plus, on était inquiet ici en France, les autorités scientifiques le sont, le gouvernement aussi, avec l'arrivée de ce nouveau variant qui pourrait peut-être poser quelques problèmes à la rentrée, et on n'exclut plus maintenant une 4e vague à cause de ce fameux variant Delta qui est visiblement très contagieux. Alors c'est vrai que la stratégie vaccinale qui avait un petit peu faibli repart un petit peu à la hausse. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ces vaccinodromes qui sont apparus maintenant dans les centres commerciaux. Vous pouvez y aller sans rendez-vous, c'est gratos. Voilà. Et donc, bien entendu. On vous a cité à la radio. Oui, on vous a cité Reda. Bah oui, Reda. Bien entendu, Reda. On le salue, le taxi. Bah voilà. Reda, France Maghreb 2, Reda. Il faut mettre. Tous les taxis écoutent France Maghreb 2 normalement à cette heure-ci. Hein. Ah. Voilà. Bah, écoutez, Reda en fait partie, donc je viens juste de quitter Reda. D'accord. J'arrive dans le studio. Alors, Philippe, le temps que j'aille ouvrir à Emmanuel, tu peux nous expliquer pourquoi le variant Delta est inquiétant, pourquoi il risque peut-être d'occasionner quelques inquiétudes d'ici la rentrée? Alors, le premier variant, c'était le variant Alpha, et le variant anglais qui est 2 fois plus contagieux que le SRAS traditionnel, le Covid-19. Traditionnel, je m'excuse d'utiliser ce terme-là. Le variant Delta, qui est le variant indien, est 2 fois plus contagieux que le variant Alpha, le variant. Et puis il y avait le variant Beta, qui est le sud-africain. Donc c'est pour vous laisser imaginer. Alors, tu m'entends? On t'entend, mon Philippe, on t'entend. Ça y est, Emmanuel est arrivé en studio. Voilà, tout va bien. Ah bah super, d'accord. Voilà. On traite pas. Les Christian, les Reda, etc. Je trouvais ça si bizarre. Le problème, c'est pas tant la dangerosité du variant, c'est tant l'effet de contagion. C'est-à-dire qu'il se transmet beaucoup plus vite. Et comme il se transmet plus vite, il va avoir un taux de contamination plus important. Et donc, forcément, par effet de boule de neige mécanique, lorsque le variant anglais, Alpha,
contaminer 2 fois plus, le variant Delta qui contamine 2 fois plus que le variant Alpha, et ben, c'est-à-dire que tu vas contaminer 4 fois plus de personnes. Voilà, donc l'effet boule de neige fait que ça va être transmissible beaucoup plus rapidement. Et ce qui est plus dingue, c'est que quand on regarde l'année dernière, lorsqu'on est sorti de cette première pandémie, confinement, etc., on a eu une accalmie pendant l'été, voire quasiment plus de cas, plus de contacts. On était tous zen, on était en vacances. Propres, il fallait partir en vacances, on les avait incités à partir. Non, mais carrément, ils ont dit bah, allez-y, sinon c'est la fin du monde. Mais le souci, c'est que là, on s'aperçoit que dans les Landes, vers la Gironde. En Espagne aussi. En Espagne, ouais. Et ben, que les nouveaux cas sont à majorité de ce variant Delta qui a l'air en plus un petit peu plus coriace que les autres par rapport à l'effet du vaccin. Et c'est là où ça pose un vrai problème. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit en relâchement total ? Et on a vu qu'aujourd'hui, toutes les jauges ont sauté, mais quand même, le masque est toujours obligatoire dans les milieux confinés, au travail, dans les transports en commun, lorsqu'on est au ciné, etc., dans les milieux fermés parce qu'il n'y a pas de ventilation. Ou alors... voilà, ils sont dans l'attente. Aujourd'hui, il y a 4% des gens qui sont contaminés au niveau national via le variant Delta, mais on nous dit, les projections, c'est que dans 2 mois, le variant Delta sera le majoritaire et donc... c'est ça. Et ça progresse d'ailleurs assez rapidement pour ce variant Delta. Et ça inquiète, bien entendu, pas que la France, mon cher Emmanuel, mais aussi tous les pays qui ont dû faire face à ce virus. Et je voulais quand même vous donner un chiffre qui est assez parlant. C'est au Maghreb. Il y a eu quand même près de 14 000 morts depuis le début de la pandémie en Tunisie. Si vous additionnez le score de l'Algérie, du Maroc et de la Libye, vous n'obtenez même pas ce chiffre de 14 000 morts. C'est pour dire que la Tunisie est vraiment frappée de plein cœur par ce virus. Si vous y ajoutez peut-être le variant Delta, ça risque vraiment d'être ça risque d'être dramatique pour la Tunisie qui... D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vraiment, la démocratie tunisienne pose quelques questions. Vous avez vu que la députée Abir Moussi s'est fait frapper en pleine assemblée. C'était hier en direct sur Facebook. C'est assez hallucinant ce qui se passe aussi. Mais ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Emmanuel, le variant Delta, en quoi il est inquiétant ? Alors, il est inquiétant parce qu'effectivement, il y a des cas donc la progression est inquiétante. Néanmoins, il est beaucoup plus inquiétant dans les pays anglo-saxons, car sa provenance, évidemment, rend plus dangereux, ou en tout cas plus transmissible, ce variant qui est venu d'Inde. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas s'étonner que la Grande-Bretagne ait été touchée de plein fouet et que les pays avec lesquels l'Inde a des relations, je pense notamment au Pakistan, où il y a aussi une résurgence de ce variant, sont inquiétants. Néanmoins, je serais beaucoup moins inquiet en France pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si on va jusqu'au bout de la logique, la vaccination telle qu'elle est proposée, en tout cas le taux de vaccination, en l'occurrence c'est 75% que l'immunité générale conditionne, avec des gens vaccinés, 2 doses ou 1 dose si ils ont eu le Covid dans les 4 mois précédents. Les gens qui ont été atteints par le Covid, on va vraiment y accéder à cette immunité collective. Donc si maintenant on nous invente le fait que ni les vaccins ni l'immunité collective ne nous met à l'abri de ces variants, ça va poser question là. Ça pose totalement question sur les réponses qui ont été pour l'instant proposé. C'est ça. On ne peut pas d'un côté dire mettez-vous à l'abri en vous vaccinant et de l'autre dire il y a un caractère absolument incontournable d'une nouvelle 4e vague. J'ai du mal à comprendre la philosophie, j'ai du mal à comprendre Emmanuel, la cohérence. Le vaccin n'empêche pas d'attraper la Covid-19. D'accord ? Je ne sais pas. Alors, si, moi je te le dis, c'est ce qui ressort évidemment des scientifiques. Tu te fais vacciner, tu peux quand même attraper la Covid-19, le virus. Sauf que, normalement, le vaccin t'épargne de la forme grave de ce virus. Alors, ça veut dire C'est en ça que le vaccin est efficace selon les spécialistes. On m'avait quand même dit que le vaccin te mettait en capacité de ne pas le transmettre à quiconque. Alors, il y a aussi de nombreuses questions par rapport à la transmission. On peut transmettre, mais beaucoup moins que si effectivement on n'est pas vacciné. Donc, ça répond à ta question, Christophe, à savoir qu'il faut être pas dans une logique de panique. Il y a un cluster dans le sud de l'Espagne.
dans le nord-ouest de l'Espagne et dans le sud-ouest de la France, en l'occurrence entre les Landes et le Gers. Oui, c'est chez toi d'ailleurs, là-bas. C'est pas très loin de chez moi, effectivement. Ouais. C'est pour l'instant jugulé, ou en tout cas c'est circonscrit. Et d'une certaine façon, là où certains y voient un élément de crainte, moi j'y vois un laboratoire de ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait dû fallu faire, c'est-à-dire essayer de cantonner les personnes à risque, essayer de voir ceux qui sont les plus en capacité d'attraper ce virus, enfin ce variant, et évidemment tester et isoler, comme les médecins n'ont cessé de le dire. Ça a été compliqué au territoire national. Si franchement on n'arrive pas à le faire dans un territoire aussi limité que le sud-est du département du Landes et le sud-ouest du département du Gers, à ce moment-là, nos protocoles sanitaires sont effectivement totalement à côté de cette pandémie. Ce qui est inquiétant pour la rentrée, c'est effectivement ces déplacements qui vont se dérouler durant les vacances d'été avec des Français qui, somme toute, vont peut-être... D'ailleurs, c'est aujourd'hui le lancement officiel du pass sanitaire qu'il vous faudra vous munir pour partir et voyager en Europe. Les gens vont partir en vacances. Là. Pour le coup, on leur a dit de partir, tout va bien. On est en train de déconfiner tout. Et c'est peut-être à la rentrée où on pourra peut-être avoir le résultat de tout ce brassage qui va se faire en France et en Europe. Si je me permets d'insister là-dessus, à partir du moment où toi-même tu évoques le fait que le vaccin permet une certaine limitation de la diffusion... C'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est pas moi, hein, attention. À partir du moment où la dangerosité du vaccin ou la mortalité du vaccin n'est pas si avérée que ça, à ce moment-là, pourquoi encore focaliser sur la notion d'une quatrième vague qui sera beaucoup plus limitée territorialement qu'elle n'a été par rapport aux 3 précédentes. On va prendre l'avis de Fatima qui nous appelle au 01 40 33 9000. Faut-il être inquiet avec l'arrivée de ce variant Delta qui progresse quand même en France avec plusieurs clusters et un chiffre qui grimpe effectivement, ce variant qui sera majoritaire, en croire les spécialistes, d'ici 2 mois. Fatima, bonsoir. Bonjour, cher Christophe, et bonjour à vos invités, ce monsieur qui parle de... Moi, je voulais parler plutôt du voile, là. Ah oui, c'est pas maintenant, ça, Fatima. On va pas mettre le voile maintenant. Hein. Moi, ça me fait pas peur du tout. Ouais. Parce que je fais attention, je fais très attention. Vous êtes vacciné, Fatima ? Est-ce que vous êtes vacciné ou pas encore ? Je ne suis pas vaccinée, je ne veux pas me faire vacciner parce que je vous dis franchement, j'ai peur parce que j'ai des tas de pathologies. Ouais. Et depuis le début de la pandémie à ce jour, j'ai eu un seul test PCR négatif pour voyager et je n'ai jamais rien eu parce que je fais très attention. Si chacun... J'en connais qui ont fait très attention, ça les a pas empêchés de l'avoir, hein, Fatima, je vous assure. Hein. Pardon ? Vraiment. J'en connais qui ont fait très attention. Emmanuel Dupuis en est témoin et ça ne l'a pas empêché de l'avoir. Hein. Et ben moi, je sais, comme on dit, je touche du bois, je n'ai pas eu, je fais très très attention. Je fais attention à la distance, au masque, au gel, à me laver les mains, à laver mes produits. Et depuis, je vous dis, depuis l'année dernière, ça fait presque 2 ans, je n'ai rien eu. Je fais très très attention. Tant mieux pour vous, hein, Fatima. Comme moi, dans 3 mois, il y aura plus de Covid. Ah bah, seulement, je sais qu'il y a un comme on dit. de la part des citoyens. Voilà. Merci Fatima, vous nous rappellerez si vous voulez tout à l'heure pour qu'on mette le voile sur le problème du voile. Bien sûr, ma chère Fatima. 01 40 33 9000, on parle de ce variant indien, un variant Delta. Ça fait plus le joli, hein, pareil. Alors, pour ce qui est des vaccins, il y a encore des gens qui sont quand même assez... hostile au vaccin. Bon, c'est vrai qu'il y a 3 mois, c'était vraiment la majorité des gens qui voulaient pas se faire vacciner, vous vous en souvenez. Et il se trouve qu'avec peut-être, je sais pas, une pression médiatique, politico-médiatique, les gens maintenant courent dans les centres de vaccination pour se faire vacciner, justement. Alors c'est vrai que des gens nous disent oui, les vaccins, on sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Il se trouve que quand même, là maintenant, est-ce qu'on peut dire, avec plus de tranquillité, Philippe Bouriaki, que les vaccins... Écoutez, il y a quand même pas mal de millions de personnes qui se sont fait vacciner. A priori, il n'y a pas de chiffres alarmants sur les effets secondaires de ces vaccins, Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. On n'est pas loin, juste avant de donner la parole à Philippe, on est à 33 millions Allez, pas mettre là. Non, vas-y, Deux vas-y, Manu.
Tu disais quoi, Emmanuel? Parce que vous avez parlé en même temps. 33 millions, 2 injections et 25 millions, et une injection, 33, pardon. Ouais, c'est ça. 33, donc, une injection, 25, 2 injections. 33 millions, une injection, 25, 2 injections. Est-ce que quand même là, on peut parler quand même de gens qui se sont fait vacciner, de plusieurs millions, hein, comme on vient de le dire, Philippe. Ça rassure, non? Écoute, moi je fais partie de ces millions qui ont eu 2 injections. Donc je serais super mal placé pour apporter une critique. De toute façon, s'il devait y avoir des effets secondaires, tu penses bien que c'est pas instantané, sauf pour les cas les plus fragiles, parce qu'il y a aussi des contre-indications. D'ailleurs, moi quand j'ai signé le papier, j'ai pas fait gaffe, mais visiblement sur ce papier, on déchargeait les laboratoires de toute poursuite en cas d'effets secondaires. J'ai rien signé moi personnellement. Ouais, donc faut pas signer ce papier. Moi je l'ai signé, donc je pourrais pas les attaquer. Mais comme j'avais pas mes lunettes, enfin bon bref, il y aura des trucs. Si les effets secondaires, ça sera quelques années après, et donc c'est difficile de dire aux gens ouais, vous risquez rien, etc. Il y a toujours un facteur risque. Le calcul qu'il faut faire, c'est le bénéfice-risque. Qu'est-ce que tu risques et quelle part de bénéfice que tu en tires? À ce jour, le bénéfice-risque est plus important sur le bénéfice que sur le risque. Moi, la seule chose qui m'intéresse, par contre, c'est ça qui m'embête. Il y a des pays comme l'Angleterre où ils ont un taux de vaccination record, Israël aussi. Ouais. Est-ce que les gens qui sont vaccinés l'attrapent? Est-ce qu'ils développent des formes graves? Quel est le pourcentage? C'est ça qu'on a besoin de savoir avant tout. Et si c'est le cas, enfin, si c'est pas le cas, que les gens ne l'attrapent pas, ou quand ils l'attrapent, ils développent des formes bénignes, genre une grippe de 3 jours, et ça y est, après t'es reparti, et ben ça peut rassurer les gens à se faire vacciner, à aller plus vite, et pouvoir développer une immunité collective le plus rapidement possible. Moi, j'ai peur parce que j'entends les scientifiques et les médecins, et même les politiciens de la République En Marche, parler tout doucement d'obligation vaccinale. Oui, absolument. On dit que fin juillet, tous les personnels d'EHPAD, va falloir qu'ils soient vaccinés parce que sinon, ça pose quelques soucis. Jean Castex, d'ailleurs, a annoncé hier qu'il allait lancer une concertation par rapport à ce sujet. Voilà. Et vous avez le dérapage, je ne sais pas si vous avez suivi, d'un animateur journaliste de RMC BFM TV. Alors lui qui va loin, Emmanuel Léchipre, qui parle d'aller chercher, la police irait chercher ceux qui veulent pas se faire vacciner. C'est quand même incroyable, vous vous rendez compte? Bah oui, c'est la diminution, l'attrition de nos libertés publiques et l'état de la question ne nous permet pas de dire si la vaccination est l'arme efficace. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai paradoxe dans tout ce qu'on est en train de dire. On est en train d'évoquer le fait que ce variant, qui n'est, comme l'a dit Philippe, qu'une résurgence de variants précédents, de toute façon, seront une réalité. Après le variant Delta, il y aura un variant Ypsilon, et il y aura toujours des variants. Focaliser l'attention sur le fait qu'il y a des variants met en avant une idée qui est philosophiquement littéralement pas acceptable. On ne pourra pas éradiquer cette maladie. Donc il faut que l'on s'adapte et qu'on vive avec l'idée qu'il y aura toujours des variants. Parce que si à chaque fois qu'on découvre un variant, si à chaque fois qu'on découvre un cluster, on met sous cloche un pays, c'est quand même une sanction qui est un peu exagérée. Ouais, on n'en a pas fini. On parle d'une 4e vague. Donc toi, Emmanuel, t'es plutôt positif, t'es plutôt pas très inquiet. Je suis totalement positif. Je suis plus inquiet sur l'incapacité à comprendre que des décisions qui sont menées en France sans concertation avec nos voisins ont des impacts absolument considérables sur notre attractivité, sur la perception que l'on se fait de la coopération et de la solidarité européenne. Tous les pays européens sont en train de réouvrir et nous serions dans une panique parce que on a moins vacciné que les autres. Alors ça veut dire que l'irresponsabilité politique est cachée par une opportunité d'encore sanctionner ou d'encore critiquer les Français pour le fait qu'on vaccine moins en France qu'ailleurs. Je précise, par rapport à ce que tu as dit, il y a eu un engouement pour la vaccination. Il est en train un peu de se tarir. C'est pour ça que le gouvernement en fait une tonne, si j'ose m'exprimer ainsi, pour que les gens se vaccinent. Donc je pense qu'on exagère un peu. Ils ont un peu changé de stratégie, c'est-à-dire que maintenant c'est dans les centres commerciaux qu'on peut trouver effectivement la possibilité de se faire vacciner. Les vaccinodromes de ville sont en train progressivement de fermer les uns après les autres. Et maintenant, c'est sans rendez-vous dans les centres commerciaux.
Je vais ouvrir parce qu'il y a. Oui, absolument, notre invité qui est arrivé, Rachida Bakouri, dans un instant. En tout cas, on en reparlera évidemment s'il le faut. Et dans un instant, on va parler de l'Afghanistan, un pays qui sombre. C'est ce que nous expliquera Emmanuel Dupuis et Rachida Bakouri, qui sera avec nous dans un instant, au cœur de la polémique malgré elle. Oui, à ses sœurs, mais elle a le tort, si je puis dire, pour en tout cas le MoDem et les LR, de porter le fameux foulard. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. L'IPSE qui est, on le rappelle, l'Institut de prospective de sécurité en Europe. Je dis pas de bêtises, hein. C'est bien ça. Voilà, c'est bien cela. Ouais. Et Philippe Bouriaki, notre nouveau conseiller régional, qui va prendre ses marques du côté de Saint-Ouen, notamment demain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Rachida Bakouri qui sera avec nous dans un instant, au cœur de la polémique, malgré elle. Je pense, hein, si j'ai bien résumé. On en parlera en tout cas en détail, elle se présentera parce qu'elle a un très beau parcours. Rachida, elle sera avec nous dans un instant. Ça fait l'occasion en tout cas de la rencontrer, ce qui n'est pas désagréable. Mais pour l'heure, on va parler d'un autre sujet, un sujet qui n'est certainement pas évoqué sur les autres médias puisque plus personne n'en parle. Et c'est bien là le problème d'ailleurs, puisque ce pays est en train de sombrer. C'est ce que va nous expliquer Emmanuel Dupuis. Je parle évidemment de l'Afghanistan. Cher Emmanuel, c'est à toi. Oui, alors merci Christophe de me redonner la parole sur l'Afghanistan. J'avais déjà quelques mois évoqué ce pays que je connais bien puisque j'y ai passé une année de ma vie en 2011 comme conseiller politique des forces françaises déployées en Afghanistan. Pour rappeler d'ailleurs effectivement aux auditeurs que la France a été engagée militairement, qu'elle a perdu 90 militaires français, qu'il y a eu 60 000 soldats français qui se sont déployés en Afghanistan dans la lutte contre le terrorisme international à partir de 2001, l'automne 2001, donc au moment où les talibans ont été chassés du pouvoir en Afghanistan. Et 2014, le président François Hollande a décidé que la France quitterait définitivement, militairement en tout cas, l'Afghanistan en décembre 2014. Depuis, on pensait que l'alternative d'un retour, ou la perspective plutôt d'un retour des talibans au pouvoir était inenvisageable. Les États-Unis ont dépensé des sommes considérables, 2 trillions de dollars, dont 2000 milliards de dollars en termes de soutien à ce fragile gouvernement afghan. Ils ont perdu beaucoup de troupes, 2400 soldats américains sont morts, 3500 si on compare les troupes de l'OTAN. Bref, un investissement humain, capacitaire, pour éviter que les talibans ne reviennent au pouvoir. Et pourtant, les Américains sont en train de mettre sur un plateau d'argent ce pays en coupe réglée. Et les talibans qui sont en train de reconquérir politiquement, militairement, l'Afghanistan. Ces derniers jours ont montré leur capacité offensive. Ils ont pris un certain nombre de villes, enfin les alentours d'un certain nombre de villes, un certain nombre de provinces dites clés. Elles le sont toutes en Afghanistan, Kunduz, Balkh, Faryab, Badakhshan ou évidemment la province de Ghazni, avec la perspective du départ du dernier soldat américain, le 11 septembre 2021, et la perspective, on l'a vu le week-end dernier, avec le départ des troupes étrangères qui étaient présentes sur les territoires afghans. Les Allemands n'ont plus de troupes en Afghanistan alors qu'ils constituaient le principal contingent de la mission de l'OTAN, 1300 soldats allemands, avec une triste perspective qui voit l'option de plus en plus sûre, certaine, d'un retour à la guerre civile. Les Afghans sont en train de se réarmer, en tout cas ceux qui refusent le retour à l'émirat islamique d'Afghanistan, sous l'égide de lesquels a été placé l'Afghanistan entre 1996 et 2001. Un certain nombre de pays sont en train de plier bagages. L'ambassade d'Australie a fermé, l'ambassade de France est sur le point de fermer, l'ambassade des États-Unis incite toutes les personnes qui ont travaillé avec elle, 50 000 en tout, à quitter le territoire, car il en va de leur vie. La France a donné a proposé 600 visas à toute personne qui a travaillé avec des ONG françaises avec l'ambassade. On se souvient, question qui m'est particulièrement chère, que la France avait un peu tardé à donner ce type de visa aux traducteurs et interprètes afghans qui avaient travaillé avec les forces françaises, notamment ceux
qui avaient travaillé avec moi. Il en reste encore une soixantaine sur les 270 qui sont déjà venus en France. Il faut se féliciter qu'ils soient venus en France, mais il en reste encore une soixantaine. La semaine dernière, Abdul Bazir, qui a travaillé avec les forces françaises, mari, époux et père de 5 enfants, a été tué par les talibans, nonobstant le fait que il y a quelques heures, ils ont dit qu'il n'y aurait aucune représaille. Donc, triste réalité qui fait que l'Afghanistan recule de 20 ans avec des talibans qui sont aux portes du pouvoir, littéralement, géographiquement aux portes de Kaboul, avec près de 25-30% du territoire, 82 des 400 et quelques districts qui échappent à l'autorité politique et ce cynisme américain. C'est pour ça que je voulais encore une fois parler de l'Afghanistan, où les Américains ont livré l'Afghanistan sans condition aux talibans. Le chef d'état-major des forces armées américaines, le général Mark Milley, auditionné la semaine dernière au Congrès, a dit que selon lui, le gouvernement ne tiendrait pas plusieurs mois. Il est très optimiste, certains disent plusieurs heures, et que, in fine, les talibans vont revenir au pouvoir. La question mérite d'être posée. Sont-ils les mêmes qu'en 2001 ? Vont-ils de nouveau mettre le pays à feu et à sang ? Ou sommes-nous à l'aune d'une guerre civile qui, in fine, fait que, alors que l'on parle de paix à Doha, depuis maintenant 2 ans, cela fait 40 ans que la population afghane est saignée à blanc par ses propres fils qui se combattent entre eux. Ouais, absolument. Merci Emmanuel, c'était bon d'en parler en tout cas ici sur France Maghreb 2 de ce pays qui sombre, comme tu viens de l'expliquer au travers de ton édito, un pays qui sombre dont on ne parle pas, dont on ne parle plus, qui a fait l'actualité un temps. On se souvient après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et des États-Unis effectivement qui sont partis en Afghanistan accompagnés de quelques pays alliés dont la France. Qui ont envoyé des soldats sur place pour essayer de chasser les talibans qui reviennent. Donc c'est ce que tu nous expliques et qu'il va falloir surveiller de près, qui reprennent petit à petit, qui grappillent du territoire et évidemment qui en payent les pots cassés, c'est évidemment les civils avec ces attentats absolument quotidiens du côté de Kaboul et pas que, bien entendu. On le voit d'ailleurs, il y a dans les quelques reportages que peut nous proposer éventuellement le service public de temps en temps pour nous parler de l'Afghanistan. Hormis cela, eh bien, il n'y a effectivement pas un mot. Et voilà, c'est un coin de la planète qui est complètement exclu et oublié de la sphère médiatique. Il était normal et important de faire un focus là-dessus. Et je te remercie encore une fois, Emmanuel, pour nous apporter à chaque fois des sujets, franchement, qui sont pas évoqués ailleurs et qu'on a le prémisse, en tout cas, la chance et de t'avoir ici avec toi. Et je rajoute un dernier point, et c'est particulièrement embêtant ou particulièrement scandaleux, puisque l'année prochaine, on fêtera 100 ans de relations diplomatiques entre la France et l'Afghanistan. La France a été un des premiers pays à soutenir l'Afghanistan. Et quand on voit le désengagement français, avec une fermeture d'une ambassade, des visas qui sont donnés au compte-gouttes, je rappelle, 600 visas pour la France, 50 000 pour les États-Unis, on se dit que franchement, la France n'est pas à la hauteur et n'est pas au chevet de l'Afghanistan, tout comme alors qu'elle devrait l'être, après plus de 100 ans de relations diplomatiques. Bon, alors, nous sommes maintenant sur France Maghreb 2, toujours bien sûr dans le grand forum avec Emmanuel Dupuis, avec Philippe Bouriaki, et nous recevons notre invité qui est avec nous. Je le disais tout à l'heure, en guise de présentation, au cœur de la polémique, malgré vous, chère Rachida Bakouri, merci et bienvenue sur France Maghreb 2. Juste pour rectifier, c'est Kabouri. Kabouri, pardon, oui, c'est vrai que j'ai un problème avec les noms, moi. Bonjour. Rachida Kabouri, comment allez-vous ? Très bien. C'est juste pour écouter Philippe après. Voilà, c'est ça. Le casque, le micro, tout ça, on se met à l'aise tranquillement. Soyez la bienvenue, chère Rachida, sur France Maghreb 2. Vous êtes un petit peu au cœur de la polémique, j'ai envie de dire, malgré vous. Ce qui nous intéresse sur France Maghreb 2 ici, c'est les faits, rien que les faits. On parle de vous, effectivement, depuis quelques jours. Vous avez tenu un bureau de vote, vous étiez présidente au départ, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé. Mais d'abord et avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter, à savoir un petit peu votre parcours qui est, ma foi, très intéressant.
Bonjour à tous et à toutes. Merci à Christophe de m'avoir invité, de me donner la parole. Parlez bien près du micro. Voilà, faut presque lui faire des bisous. Voilà, c'est parfait. Voilà. J'espère que vous m'entendez mieux. Voilà, là. on vous entend bien. Donc je disais merci de m'avoir invité et de me donner la parole parce qu'actuellement c'est vrai, c'est le feu nous concernant. Je ne crois pas au hasard, mais je pense que le débat est relancé sur cette question du voile. Alors moi j'aime pas ce mot du tout parce que foulard, on aime bien ici. Voilà, voilà, je porte un foulard et donc tout d'abord. Je pense qu'on ne respecte pas les gens concernés et aujourd'hui on parle derrière notre dos, sans notre présence, sans nous donner la parole. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné cette parole aujourd'hui pour me présenter déjà qui je suis, qui se cache derrière ce foulard, ce bout de tissu sur ma tête qui attise les haines, le racisme et nous renvoie dans un monde que on régresse aujourd'hui. Donc, alors moi, je suis issue de la 3e génération. Ouais. Donc française, jusqu'au bout des ongles. Donc j'ai un parcours assez particulier. Donc je viens du monde associatif, tout d'abord, où je préside une association, les 2 ailes. Alors les 2 ailes, pourquoi ? C'est l'association Lumière et Liberté. D'accord. Pourquoi ? Nous, on estime que la lumière de la connaissance forge nos libertés, tandis que l'ignorance est mère de toutes les injustices. On aime philosopher, on aime avancer sur un terrain, le terrain du savoir. Donc, qu'est-ce que fait cette association ? Elle a monté un réseau interassociatif, le collectif interassociatif du Val-de-Marne, qui regroupe plusieurs associations et partenaires, des professionnels de la santé, du droit. On œuvre tous et on a décidé d'innover dans cette société malade qui ne sait plus vivre ensemble, où le lien social a complètement été brisé, rompu. Et donc on a uni nos forces, on a mutualisé nos compétences, notre savoir-faire. Beaucoup de bénévoles se sont investis autour de nous, et surtout dans les quartiers QPV. Alors quartier QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, dits anciens quartiers prioritaires. Bref, les quartiers difficiles. Ouais. Donc, du coup, nous, on œuvre à l'échelle du territoire sur le 94. Donc, on fait de la lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes. Nous faisons la promotion de l'égalité femmes-hommes. On s'investit aussi sur l'aide à l'insertion professionnelle et à la création d'entreprises auprès des jeunes. On travaille avec des professionnels du droit. On travaille avec des entreprises pour aider les jeunes à trouver un emploi et surtout baliser un parcours de formation qui leur permet de décrocher une qualification et de sortir un peu de leur ghetto. Nous abordons aussi l'accès au droit et à la santé, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a mis la charrue avant les bœufs avec la dématérialisation des services publics. Beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès au numérique. Donc, c'est une véritable fracture, c'est une honte même, je dirais. Il y a aussi l'accès à la santé, bien sûr. On travaille sur les questions de la parentalité, les questions sur l'accompagnement des familles qui ont des enfants autistes. Et pour finir, on a même mis en place sur la problématique du logement, qui est un autre scandale en France. On a mis en place la plateforme du logement d'urgence solidaire, qui est une alternative au 115. Donc voilà, on fait beaucoup de choses sur le terrain et je pense que les politiques d'aujourd'hui sont complètement déconnectés du terrain. C'est pour ça qu'on entend des commentaires ahurissants et je pense que mon foulard, ça les arrange parce qu'il cache surtout les problématiques de terrain que je viens d'évoquer. Alors, Rachida, on va reprendre un peu les faits. Vous avez été appelé par le maire de Vitry, vous êtes élu dans cette ville d'ailleurs, pour tenir un bureau de vote en tant que présidente au départ, parce qu'on manquait de personnel, on manquait de gens pour tenir les bureaux. Ce que vous avez accepté, ce que vous m'aviez dit, vous avez accepté d'être présidente, sauf que la préfète du Val-de-Marne, visiblement a décidé que c'était pas possible parce que vous portez un foulard de présider un bureau de vote. Du coup, on vous a mis assesseur. Et il y a eu des plaintes, visiblement, si j'ai bien compris,
l'histoire concernant le fait qu'on puisse avoir une assesseure. On dit bien d'ailleurs une assesseure, oui. Hein, c'est ça, qui puisse porter le foulard dans un bureau de vote. Ce qui a conduit à amener à l'Assemblée nationale des députés du MoDem et des LR à demander à ce que l'on interdise, ça ne passera pas, hein, mais à ce qu'on interdise les femmes portant le foulard de pouvoir tenir un bureau de vote. Quelle a été votre première action quand vous êtes apparu au cœur de cette polémique, ma chère Rachida? Alors tout d'abord, vous sautez aussi une étape dans ah bah oui, non mais... Donc je vais vous expliquer tout simplement. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de villes rencontrent des difficultés à ouvrir des bureaux de vote parce qu'elles manquent de bras et ce devoir citoyen que chaque Français devrait au moins faire une fois dans sa vie. Le problème, c'est que le maire de Vitry a dû même réquisitionner des personnes pour pouvoir ouvrir l'ensemble des bureaux. Et moi, il m'a demandé tout simplement de venir les aider et de tenir un bureau. Donc, je suis tout à fait compétente pour tenir un bureau en tant que présidente. Je dirige plusieurs structures bénévolement où je suis présidente. Donc, c'est pas difficile de tenir un bureau. Seulement, je ne connaissais pas la loi. Et d'après le maire, lui avait mal interprété la loi. Donc, moi, j'y suis allée en ignorant la loi de neutralité pour le président. Donc, j'y suis allée gentiment avec du thé à la menthe et des gâteaux pour vous cherchez les ennuis, vous aussi, Rachida. Voilà, c'est terrible. Bah oui. C'était pour motiver les troupes parce qu'il faut tenir de 8h du matin jusqu'à 23h. 23h, oui, parce qu'après, il y a le dépouillement, absolument. Le dépouillement et tout ça, donc il faut le faire. Et là, tout se passait à merveille. On a eu même la commission de contrôle des bureaux de vote, ils sont passés, ils nous ont salués. Donc, normalement, ils sont censés connaître la loi mieux que moi. Et s'ils avaient constaté que j'étais en infraction, ils auraient dû me le dire parce que dans ce cas-là, je ne me serais pas exposée à ce que j'ai subi, l'agression raciste et islamophobe d'une vieille dame qui... Racontez-nous, Rachida, comment ça s'est passé? Elle est arrivée, c'était pas une votante à mon bureau, et donc elle est venue exprès pour m'insulter, intégriste, islamiste. Donc, du coup, je vous cache pas, j'ai été choquée. L'ensemble des membres du bureau ont été choqués. Ils m'ont soutenue. C'est violent parce que vous venez servir votre pays et faire un devoir citoyen. Et en retour, vous êtes insultés. Et je peux vous dire qu'on vous renvoie un peu on fait de vous une étrangère. Et donc, apparemment, beaucoup de personnes... ont téléphoné à la préfète, délation. J'aime pas la manière, c'était trop facile. Donc, le maire me rappelle pour me dire, Rachida, écoute, la préfète, elle veut que tu passes assesseur et que tu changes ta place avec l'assesseur. Que vous avez accepté, Rachida? Bien sûr que j'accepte. On est là pour ouvrir un bureau et faciliter les choses. On aimerait que les gens viennent voter. Moi, à mon bureau, j'ai eu 80% d'abstention. C'est une honte à notre époque. Ouais. C'est une honte. Ouais. Donc, c'est trop facile pour les députés de blablater à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent donner un coup de main et ouvrir les bureaux. Mais je pense qu'ils n'aiment pas. Ils parlent d'un sujet pour esquiver le vrai sujet, c'est-à-dire le désamour des Français et Françaises de la politique et des politiciens. Alors, Rachida, vous faites également toujours partie du parti Europe Écologie Les Verts? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, voilà, c'est important parce que j'ai vu dans la presse aussi que vous auriez démissionné de ce parti. Non, il n'en est rien. Non, il n'en est rien. J'ai quelques difficultés avec quelques élus de mon parti, mais c'est rien. Mais le parti est... vous a soutenu d'ailleurs? Est-ce que le parti vous a soutenu? Oui. Oui. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils me connaissent parfaitement. Je suis quelqu'un d'engagé sur le terrain. Et, voilà. Alors, Philippe Poiriaki, qui également fait partie du même parti que vous et qui est d'ailleurs conseiller régional tout fraîchement là. Philippe, quand t'entends Rachida nous raconter cette histoire absolument incroyable, c'est de la délation, hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle porte ce foulard. On en est là aujourd'hui en 2021 en France, Philippe. Écoute, moi j'ai un plan de carrière. Normalement, je devrais être député, voire un ministre. Donc j'aimerais ne pas. Je collabore moi. J'ai peur. Donc je ne veux rien dire là-dessus. Non, je déconne évidemment.
On est dans un pays islamophobe, donc il va falloir composer avec. Enfin, je suis pas sûr que le pays soit islamophobe. Il y a une minorité d'islamophobes, de racistes qui ont pris le contrôle des réseaux sociaux et qui imposent leur vision, qui nous imposent le débat. Ouais. Et donc nous, comme tout à chacun, on est pris par la polémique, donc on commente la polémique et donc on l'alimente, donc on leur donne du grain à moudre, donc on leur donne raison et donc ils continuent. Voilà, c'est un cercle sans fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi rappelle-toi, il y a encore quelques temps, les sénateurs avaient voté contre l'interdiction des femmes qui portaient un voile de faire l'accompagnement scolaire. Les profs, ils ont à un moment donné dit attendez, si elles sont pas là, il n'y a plus de sortie. C'est ça. On fait comment? La réalité, elle est là. Tu sais, moi, j'ai fait mon randinée il y a quelques jours et j'ai eu quelques critiques, pas autant que ça d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de soutien d'ailleurs. Et alors, j'étais pas au top de ma forme parce que j'étais très malade entre lundi et mardi. Et ça se voit pas, mais je peux vous assurer que quand l'antenne a été rendue, j'avais plus de pêche, j'avais plus de jus. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'à la sortie, le type de la fachosphère et l'AREM, ils sont en train de parler ensemble parce que tous les deux, c'est des baveux et visiblement, ils ont des codes entre eux, donc ils étaient très contents. Mais tu sais que pendant la période du Covid, les seuls à avoir été au contact des populations les plus fragiles, c'était les associations de quartier, les associations cultuelles et culturelles musulmanes. Et ça, personne n'en a parlé. Rachida a fait quoi? Elle a sa croyance, elle a son choix, elle a ses goûts, elle fait ce qu'elle veut. Et elle fait un acte très fort de citoyen qui permet l'ouverture d'un bureau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de président, il n'y a pas d'ouverture de bureau. Faut le savoir. Alors, qu'est-ce que dit la loi? C'est important parce que Rachida nous disait tout à l'heure ignorer cette loi de neutralité du président. Ça, on est d'accord, un président ou une présidente de bureau de vote, Rachida, ne peut pas porter un signe religieux distinctif. D'accord. Alors, si quelqu'un est atteint d'un cancer et qui apporte un voile pour ne pas qu'on voit qu'elle a plus de cheveux sur son mais non, ça, c'est pas quoi religieux, ça, Philippe. Non, mais c'est bon, mais c'est du moment qu'on n'a pas une tête d'arabe en dessous, hein. C'est surtout ça. Hein. Ouais. Non, mais ouais, je crois que c'est surtout ça en vérité. Un voile aujourd'hui est un signe religieux. Donc les femmes, les portugaises, les italiennes, lorsqu'elles sont en deuil et lorsqu'elles sont veuves, elles portent un voile. Mais qu'on légifère une bonne fois pour toutes. Et qu'on dise que les gens ils viennent comme ils veulent, mais du monde qui viennent et qu'on fasse venir la démocratie. Au contraire, on stigmatise, on renferme et on dit aux gens, restez entre vous. Et justement, c'est là où il y a du séparatisme, c'est là où il y a du communautarisme, et c'est là où il y a des gens qui se décrochent par rapport à la société et par rapport à la République française. Moi, ça me pose un vrai problème de conscience qui se passe. Moi, je suis un laïcard à mort. Il n'y a pas plus laïcard que moi. Comme Rachida Vraiment. d'ailleurs. Moi aussi, je suis une laïcard. Voilà, il n'y a pas plus laïcard que moi. Mais moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans la culture judéo-musulmane et d'avoir l'homme qui m'a élevé comme son fils, le grand architecte de mon univers, qui était d'obédience chrétienne. Et donc, moi, j'ai baigné dans ces trois religions monothéistes. Et donc, peut-être que je suis un petit peu plus tolérant que ceux qui ne connaissent pas et qui voient que par des bribes de reportages et qui font peur et qui sont angoissants. Et tu finis par faire une dépressive généralisée. Et c'est ce qu'on communique à l'extérieur. Le voile, donc, c'est obligatoirement du prosélytisme. Bon, ok. Alors, Rachida, la loi, rappelez-vous, on se le rappelle, puisque tout à l'heure vous nous passiez ce petit détail qui est très important, vous ignoriez la loi. Donc, vous, parce que vous portez le foulard en France aujourd'hui, c'est la loi qui dit, vous ne pouvez pas être présidente d'un bureau de vote. C'est ça? Tout à fait. Donc, c'est la neutralité qui prime. Maintenant, le problème, il y a foulard. Mais vous pouvez par contre être assesseur. Il n'y a rien, il y a aucune loi qui indique que vous pouvez ne pas être assesseur parce que vous portez un foulard. Oui, il y a des incohérences de toute façon partout. Dans les nouvelles lois françaises, même la laïcité, aujourd'hui c'est une laïcité politique. On parle d'islam politique, mais je parle aussi d'une laïcité politique qui n'a rien à voir avec cette laïcité que moi j'ai connue et j'ai vécue. C'est-à-dire, à partir... En fait, il faut se souvenir qu'à partir du mondial du foot de 98, où Black Blamber, où on s'entendait entre juifs, chrétiens, non-croyants, croyants, et c'était
c'était bon vivant et C'était on se bon. respectait, c'était beau. Aujourd'hui, on retrouve plus ça. Ouais. Les nouvelles générations sont complètement déconnectées de ces valeurs-là. On avait Le Pen, il râlait, mais franchement, il ne faisait pas peur. On était tous solidaires, on s'aimait, on se parlait, on discutait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et c'est de la haine, la parole qui prime. raciste. Parole raciste. Dans l'aspect médiatique et politique, qui Voilà. ont quand même renforcé cela. Emmanuel, quand tu écoutes Rachida, ce qui vient de lui arriver, quand même, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça t'évoque, cher Emmanuel? Alors, premièrement, on est tous laïcs et moi je le suis encore plus. Pourquoi encore plus? Parce que je déconne. Je m'affirme comme laïcard. Oui, Vraiment, comme Philippe comme cette laïcité politique. Et Rachida aussi. Non mais justement, je rebondis sur ce qu'a dit Rachida sur le fait qu'il y a l'islam politique. Moi, il y a effectivement une laïcité politique. C'est un combat un petit peu comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, je le revendique comme tel. Il y a un élément qu'on a oublié quand même dans ce débat. Hein. C'est que s'il n'y avait pas eu Jordan Bardella, il n'y aurait pas forcément eu toute la polémique et toute la réflexion. C'est vrai que c'est lui qui a tweeté. Oui, c'est venu de ça. La polémique est venue de ça. Pas seulement, parce que j'ai aussi... médiatiquement, c'est venu là. J'ai aussi... sur Le Parisien, j'ai sollicité Le Parisien pour... en fait, c'est deux événements complètement indépendants, mais qui se complètent, qui se rejoignent. Et c'est arrivé en même temps. Et ça a ouvert le débat. Ouais, c'est un croisement, de faits. Si vous m'autorisez... cette petite digression, ce qui vous rassemble, c'est que lui-même non plus ne connaissait pas la loi, parce qu'il l'a présenté. C'est l'ironie. Même moi, je ne connaissais pas la loi, donc vous ne pouvez pas m'en vouloir. Non, effectivement, moi je trouve que sans rentrer dans le fond du sujet, ça mériterait toute une émission, etc. Et ça prendrait des heures et des heures. Ce qui vous arrive, et ce sur quoi nous sommes en train de discuter, est effectivement un signe d'une société française qui va mal, quand on a une démarche citoyenne, qui est la vôtre, accepter de passer toute une journée pour des démarches électorales que même le commun des Français, que n'importe quel Français ne veut plus faire. Ah ouais. Que n'importe quel Français ne veut plus faire, et qu'on en soit à venir vous faire un procès en républicanisme, me semble un symptôme, effectivement, de cette incapacité à bien comprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est faire respecter les principes républicains. Le principe républicain le plus absolu, c'est le droit de vote. Et on en viendrait presque à penser que ceux qui vous ont cherché querelle, forcément, sont ceux qui peut-être ne seraient même pas allés voter, d'une certaine manière, ou ne sont pas forcément ceux qui sont allés voter. Puisque, comme vous le disiez, 80% des gens sur votre bureau de vote électoral ne se sont pas déplacés. 80% d'abstention. 80% d'abstention. Ouais. Le deuxième élément, je crois que c'est important de rappeler la loi, la neutralité du service public et la neutralité du lieu où a lieu ce service public. Une des choses que l'on oublie, c'est que les élections ont lieu dans des espaces du service public, des écoles ou des mairies. Et donc c'est ça, en fait, la question. Est-ce que c'est la sacralité du lieu, la sacralité du moment, et moi je pense qu'effectivement, je fais une petite entorse au laïcisme, il peut y avoir des adaptations. Après tout, si votre présence incite à voter, ou que vous puissiez faire ce que d'autres ne voulaient pas faire, vous avez été réquisitionné. Vous ne vouliez pas le faire au début, si je comprends bien. C'est le maire de Vitry qui l'a réquisitionné. Disons que c'est pas que je ne voulais pas le faire. Moi, je suis toujours serviable. Donc, mais c'est bien le maire qui vous a demandé de le faire. Donc c'est ce qu'on appelle la réquisition. Voilà. Ouais, il a réquisitionné Rachida parce qu'il y avait un manque de personnel criant pour tenir les bureaux de vote. Et il n'y a pas qu'à Vitry d'ailleurs. Je vous rappelle qu'à Marseille, on a ouvert des bureaux de vote à midi. Hein. Non mais pire, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir parce qu'il n'y avait pas le nombre suffisant d'assesseurs, voire même personnes qui voulaient assumer, et j'en termine par là, la responsabilité de la présence du bureau de vote. La responsabilité d'une présence de bureau de vote, c'est un acte très citoyen. Donc le procès en citoyenneté, le procès en républicanisme qu'on vous fait, moi je ne ferai pas de commentaire par rapport au voile, mais me semble quand même assez hallucinante, assez en contradiction. C'est une société malade en fait. Ce sur quoi tous les responsables politiques se sont évertués et époumontés, si j'ose dire, le soir du premier tour, à dire « Mon Dieu, la politique est noble, il faut absolument que les jeunes retrouvent, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, retrouvent le chemin des urnes. » On est vraiment dans une société qui a renversé ses propres valeurs. Alors Rachida, bougez pas, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Et surtout, moi j'aimerais vous poser la question, qu'avez-vous à répondre à ces députés du MoDem? Non, alors juste je précise,
un député du MoDem, qui s'appelle François Pupponi, a déposé un amendement. C'est pas des députés, c'est un député. Ouais. Et donc, qui représente le groupe quand même. J'ai pas entendu les gens se désolidariser. C'était pour surfer sur l'événement. Liberté de vote. D'accord, mais bon. Vous motez la phrase. D'ailleurs, je pense qu'il serait utile et important que vous puissiez dialoguer avec lui, débattre avec lui. Je crois il en est parfaitement d'accord. François Pupponi, c'est pas celui qui, en plein période de Covid, allait faire du prosélytisme, enfin de l'achat électoral. Ou du racolage électoral dans une synagogue, et il disait bientôt Mashiach, il va venir. C'est bien lui qu'on parle. Non, ça c'est l'autre député. François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles. Oui, c'est lui, c'est l'ancien maire de Sarcelles, effectivement. Oui, bon, je ne suis pas certain que l'événement en question ne fait pas référence plutôt à Meir Habib, mais j'ai un doute. Non, c'est Pupponi, Emmanuel. Il a raison. Et c'est vrai qu'il allait aussi dans les mosquées à la veille d'élection. Enfin voilà. Alors, on en reparle dans un instant. Moi, j'aimerais que Rachida puisse nous dire dans un instant, juste après la pause. Et on accueillera aussi Fatima qui est déjà intervenue tout à l'heure mais qui voulait absolument parler sur ce sujet, bien entendu, que vous nous expliquiez, vous répondiez justement à François Pupponi et aussi à tous ces députés qui... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, l'original, l'authenticité ici en direct tous les jours de 16h à 18h en direct avec les gens évidemment qui sont au cœur de l'actualité, qui sont dans notre émission, au cœur de la polémique malgré elle, Rachida Kabouri qui est avec nous, élue de terrain, élue à Vitry, également qui milite bien entendu comme on l'a indiqué tout à l'heure dans plusieurs associations, notamment les deux ailes, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. Alors Rachida qui s'est retrouvée au cœur de la polémique puisqu'on le rappelle, elle a été sollicitée par le maire de Vitry pour tenir un bureau de vote, pour présider un bureau de vote et suite à des délations, à des plaintes, à des insultes aussi que vous avez subies, islamophobes, racistes dans votre bureau de vote, la préfète a demandé au maire de Vitry de passer assesseur. Donc rien visiblement n'empêche, si on en croit un petit peu tout ce qui se passe autour de cette affaire, de pouvoir être assesseur lorsqu'on porte un foulard. Si ce n'est peut-être la problématique qu'a soulevé un petit peu Emmanuel, étant donné que les bureaux de vote se tiennent dans les lieux de la République, du service public, les écoles, les mairies, etc. Ça peut aussi poser question. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé à arriver sur les bancs de l'Assemblée, à l'initiative d'un député MoDem, François Pupponi, qui propose, lui, de faire interdire justement des assesseurs, femmes, donc, portant le foulard, de pouvoir tenir un bureau de vote. Qu'avez-vous à lui répondre à monsieur Pupponi, Rachida Kabouri, pardon. Alors, tout d'abord... Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, ma mère, elle m'a bien élevée, donc je suis polie. Et moi, la moindre des choses, c'était ce jour-là, c'était vers les coups de 16 heures. La moindre des choses, c'était de me laisser terminer la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu mort d'homme. J'étais là pour permettre à ces gens qui sont venus voter ce jour-là de pouvoir voter et de s'exprimer. Parce que c'était très important. Et aujourd'hui, le problème des députés, c'est qu'ils veulent faire le buzz. On est à l'ère de la communication parce que comme ils n'ont pas de solution dans les placards pour les problèmes d'emploi, d'insertion professionnelle, de logement, des grands sujets, parce qu'on n'a pas su se réinventer. Il y a le vieux monde et le nouveau monde. Et aujourd'hui, il faut bien, comme disaient les Guignols, il faut bien un bouc émissaire. Donc, je suis passée par là. C'est pas grave. Moi, je suis prête à la confrontation, au dialogue, parce que c'est mon métier. Vous seriez prêt à débattre avec M. Pupponi ? Oui, bien sûr, à lui expliquer ce qui se passe en bas. Il faut descendre un peu de son perchoir et venir... Je doute que M. Pupponi a fait le tiers de ce que je fais, c'est-à-dire accompagner les femmes victimes de violences au commissariat, aider les jeunes à monter leur structure, mettre en place un dispositif alternatif au 115 qui est débordé. C'est une honte. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès à leurs droits parce que la domiciliation n'existe plus. Il n'y a rien. Les services publics, les acquis pour lesquels nos grands-parents et nos parents se sont battus, il n'y a plus rien aujourd'hui. Mais les grands absents, c'est nous.
aussi. Il ne faut pas jeter la pierre. On va pouvoir organiser ça si vous voulez bien, Rachida, avec grand plaisir. Si vous voulez en tout cas débattre, échanger sur notre œil bienveillant, qui est le mien, pour essayer de mener ce débat à bien, pour que les arguments des uns et des autres puissent se faire entendre, dans le respect, bien entendu, des idées de chacun. À l'organiser ici, moi je vous le propose très ouvertement et publiquement, Rachida. C'est quand vous le souhaitez. Peut-être qu'on va laisser un petit peu la polémique se terminer un petit peu, se refermer. Et je crois que M. Pupponi, d'ailleurs, qui avait accepté aujourd'hui, le fera sans problème, je pense, une prochaine fois. Du moins, je l'espère. Voilà. Si vous permettez, oui, je voudrais juste ajouter. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis sur le terrain associatif, j'ai eu un retour, un soutien de beaucoup de gens. Hein. J'ai été très étonnée, et surtout les jeunes. Et beaucoup ne sont pas allés, à cause de cet événement, ne sont pas allés revoter le dimanche d'après, parce qu'ils étaient écœurés de la politique. Ah oui, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Toutes ces polémiques n'incitent pas les gens à les voter, ça c'est clair. Il y a certains jeunes, ils m'ont dit, bon Rachida, on est solidaires avec toi, ça sert à rien d'aller voter. Je leur ai dit non, au contraire, il faut aller voter, ne serait-ce que, comme disait un ami, lui, il va exprès pour voter nul. Parce que les nuls, non, les blancs sont pas comptabilisés. Lui, il vote nul, c'est-à-dire il me dit c'est des nuls, il déchire et comme ça, il montre sa présence. Voilà, je suis là le jour où les nuls seront nombreux. Je pense que ça fera réfléchir un petit peu. On reconnaît le vote blanc, c'est encore. Oui, ce qui n'est pas encore fait. Hein. Non, c'est pas encore fait. On est mal barré. Alors on va écouter Fatima qui nous a appelé tout à l'heure et qui souhaitait reparler avec nous en la présence de Rachida Kabouri. Fatima, vous êtes là ? Oui, je suis là, Christophe, bonsoir, bonjour Rebonsoir à vos invités. Voilà. Moi, je dis tout simplement que c'est un acharnement contre la communauté musulmane. Alors ce matin, j'étais en train d'écouter Ménard, le fameux Ménard. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, moi, je savais pas que les youyous, c'était religieux. La prochaine fois qu'il entend des youyous dans sa mairie, il arrêterait le mariage. Ça, c'est ce matin. Oui. Alors, moi, j'habite dans le 16e. Nous, on a nos cousins, les juifs. Ils viennent célébrer leur mariage très bien. Et ils font des youyous je vous dis pas. Donc, moi, je pense que c'est un acharnement. Et pourquoi il y a cet acharnement contre nous ? Premièrement, on n'est pas une force électorale. Et deuxièmement, on n'a pas de représentants. Personne ne nous représente. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, on a des Ménards, des Zemmour, je sais pas comment, ils écument les plateaux et de radio et de télé. Et c'est même, alors que la communauté musulmane, une bonne majorité n'est ni croyante ni pratiquante. Merci Fatima pour votre avis exposé ici. Est-ce que vous pensez vraiment, Rachida, sur ce que vient de dire Fatima, qu'elle a raison? Elle a totalement raison. Je vais vous raconter une anecdote. Racontez-nous une anecdote, je vous dis, moi, j'ai participé aux assises territoriales de l'islam de France. Vous en avez entendu parler. Bah, évidemment. Alors, la première édition, j'y suis allée dans le 94. Et donc, j'y suis allée avec une amie orthophoniste, parce que le préfet, à l'époque, voulait inviter aussi les personnes de la société civile. Et donc, j'arrive, et là, il y a les 46 représentants des mosquées, que des bonhommes. Il n'y a pas une seule femme, on était les deux seules femmes. Et donc du coup, on a participé, et c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de représentation dans le sens où le gouvernement nous renvoie toujours à la religion, et donc ils sont en train d'instaurer par exemple le CFCM de Sarkozy, où c'est la chaise musicale entre les représentants consulaires, qui ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne nous représentent pas. Vous savez, moi, quand il y a eu le compte-rendu au Sénat, j'étais là. Et malheureusement, j'ai parlé pour la présence des femmes dans les mosquées qui sont bonnes qu'à faire le ménage et la cuisine. Il y a eu une annonce de fait sur un quota de 20% de femmes dans les instances musulmanes du Conseil. C'était juste un effet d'annonce. Il n'y a rien eu. Donc, je comprends cette dame quand elle dit on n'a pas de représentants ici en France. Et aujourd'hui, les politiques, eux, ils font du clientélisme, ils s'adressent qu'aux religieux.
religieux qui ne... Mais qui empêche cette communauté d'avoir de définir par exemple des représentants déjà, il faut comprendre ce qu'est l'islam. L'islam, nous, on n'a pas de clergé et autres. C'est la citoyenneté, c'est le bon comportement. C'est-à-dire chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est un principe. Quel type de représentant faudrait-il alors, Rachida? Par la suite, nous, au fil des assises, je suis venue avec plus de femmes, des femmes qui sont doctorantes, qui ont du bagage et qui sont force de proposition. Moi, je serais plus pour, par exemple, sur la question de la langue arabe. La langue arabe, moi, je me souviens quand j'étais au CP, on avait le droit d'avoir des cours d'arabe. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette continuité parce que aujourd'hui, le fait de pas... L'arabe n'est pas une langue morte, c'est une langue au même titre que l'anglais et les autres langues. Même le chinois s'apprend aujourd'hui. Donc je ne comprends pas pourquoi la langue arabe n'est pas apprise comme toutes les autres langues dans la sphère de l'école républicaine, où justement c'est plus sécurisant pour nous. Moi j'ai des adolescents, ils parlent pas un mot arabe. Donc on est un peu... on se sent quand même frustré. Quand mes enfants vont dans nos pays d'origine, ils sont aussi frustrés de ne pas pouvoir parler cette langue maternelle. Moi, je la connais parce que c'est ma mère qui nous l'a appris à la maison, mais c'est dommage. Là encore, il y a des fantasmes là-dessus. Apprendre l'arabe, c'est apprendre le Coran. Alors, on va parler un petit peu de toutes ces polémiques au-delà de votre affaire, Rachida, et merci encore une fois d'être là. On va écouter Abdel auparavant, qui nous appelle au standard 01 40 33 9000, puisqu'ici, le peuple s'exprime réellement. Bonjour Abdel. Bonjour à tous, bonjour Rachida. Rachida, je vais te poser une question, puisque tu côtoies un peu, tu as des associations, tu es très impliqué, donc tu dois sûrement rencontrer des gens un peu impliqués aussi importants, comme la préfète par exemple. Qu'est-ce que tu penses du problème, la polémique des drapeaux étrangers qui vont peut-être être interdits? En tout cas, c'est une demande des sénateurs d'interdire le drapeau algérien lors des festivités, mariages, etc., etc. Et dans l'autre sens, on a Monsieur Extrosi qui a mis le drapeau israélien, mais carrément sur une mairie, à la place du drapeau français. Et là, personne n'a rien dit. Aucun sénateur s'est révolté. Qu'est-ce que tu penses de ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce que tu penses de cette chose assez grave qu'un maire puisse mettre un drapeau étranger sur une mairie qui représente le peuple, mais carrément l'étendard, c'est-à-dire sur le mur de la mairie, c'est même pas des gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci Abdel pour la question. Rachida, sur ce deux poids deux mesures que soulève Abdel, qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Alors attention, il faut être prudent parce qu'on rentre dans le jeu des politiques, c'est-à-dire de nous diviser. Moi, j'ai grandi avec les juifs, les chrétiens, les non-croyants. On était de tous bords. Vraiment, il y avait cette laïcité qui nous unissait plutôt que nous divisait. C'est-à-dire que on a vécu dans les mêmes quartiers et voilà, les choses ont changé, mais ça, c'est d'autres problèmes c'est d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais aujourd'hui, le problème des racistes, des xénophobes, c'est parce que le courant négatif n'a pas face à lui un courant positif qui le repousse par ce qu'il y a de meilleur. On doit les repousser par ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui ne s'investissent pas, bon, c'est vrai qu'ils sont dans leurs difficultés d'insertion et tout ça, parce que c'est les grands abandonnés des politiques du gouvernement. Vous allez voir aujourd'hui, moi, parce que je suis aussi présidente du syndicat des marchés de France, donc de Choisy et de plusieurs villes dans le Val-de-Marne. Et donc, je peux vous dire que là, le Covid a fait beaucoup de casse. Et on n'en parle pas, il va y avoir une crise économique. Oui, mais sur la question d'Abdel, pardon, parce que vous ne répondez pas, Rachida. Non, je vais répondre parce que sur les marchés, le souk, il y a toute la diversité. Ouais. Et cette diversité, elle n'est pas visible. Tant qu'on ne sera pas visible, comme disait le général Leclerc, la richesse de la France, c'est sa diversité. C'était pas la question d'Abdel, justement, moi, je suis sûre et certaine... Ce deux poids, deux mesures. On a toujours ce deux poids deux mesures parce qu'on laisse parler les ignares et parce que nous on se mobilise pas, on ne s'implique pas dans la politique. Excusez-moi, ça n'arrivera pas, l'interdiction des drapeaux. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il paraît que c'est interdit à Lille. Si vous me confirmez, il paraît qu'à Lille, qu'on n'a plus le droit d'arborer des drapeaux étrangers lors des mariages dans les mairies.
Voilà, c'est ce que j'ai appris. Moi, je sais pas, à confirmer. Alors, de toute façon, c'est discrimination. C'est de la discrimination. Moi, je préfère voir le drapeau, tous les drapeaux, dont le drapeau israélien, tous sur une façade, comme on les voit dans les bars pendant les mondiales de foot et tout ça. Ouais. C'est se vivre ensemble. On est une société. L'homme est sociable. Il n'est pas fait pour vivre individuellement. C'est dans cette diversité, cette Vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, qui a répondu à la députée que je propose d'écouter, députée LR, qui s'appelle Annie Jeanne Bardet, qui est députée du Doubs, qui justement a posé cette problématique des drapeaux étrangers, mais aussi des danses qui posent, cela dit, traditionnelles, qui posent problème. Voici ce qu'elle a déclaré hier à l'Assemblée nationale. Écoutez. Française ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Bien. Moi, je pense que lorsque l'on est marié dans une mairie française, sous l'égide dans un bâtiment public qui est vraiment l'emblème de la République, eh bien, il faut se plier au code. Et chaque fois que nous avons, en tant que maire, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population. Ça insupporte les gens. Qu'avez-vous à répondre, Rachida Kabouri, à cette députée LR? Vous vous rendez compte? Il y a un mot fort sur les frontons des mairies, c'est liberté. Cette dame, elle nous dit, il nous faut nous plier. Or, les Français, moi, tels que je les connais, ils ne se plient pas. C'est leur liberté, c'est des râleurs, mais c'est de la critique constructive. Cette dame-là, ce qu'elle veut, elle veut nous faire rentrer dans des cases. Or, aujourd'hui, je suis désolée, moi je viens, j'ai encore le souvenir de ce bon vieux temps où dans les quartiers difficiles, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on attendait avec impatience Noël parce que c'était le temps des cadeaux, on attendait avec impatience l'Aïd parce que c'était la distribution de gâteaux et on faisait la fête ensemble. C'est le vivre ensemble, quoi. C'est le vivre ensemble, ouais. On l'a plus. Cette dame-là, c'est une bourgeoise qui ne sort jamais de chez elle. Vous êtes une bourgeoise, madame la députée. Voilà, tout simplement. Parce que c'est ça aussi. On a toute cette politique de bourgeois qui sont complètement déconnectés. Attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous allez voir. Emmanuel, je te vois vouloir réagir, évidemment. Oui, juste par rapport à cette histoire de drapeau. Oui. Bon, premièrement, Estrosi n'est pas le seul à brandir des drapeaux étrangers. Hein. Le cas israélien en est un, le cas arménien en est un autre. C'est vrai. Je crois que c'est une fausse polémique. Premièrement, parce que Estrosi est Estrosi. Estrosi, c'est pas la France, c'est pas le fait majoritaire. Et je crois que c'est quand même le maire d'une grande ville de France. Et alors, les électeurs de Nice en tiendront une conséquence de faire de la décision d'Estrosi un fait majoritaire me choque. Je vais te répondre. Si un maire de Stein, Asdin Taibi par exemple, que vous connaissez, avait fait brandir un drapeau, je sais pas, algérien, marocain ou tunisien sur le fronton de sa mairie, vous pensez vraiment que ça serait passé inaperçu? Mais justement, Christophe, bien sûr que non. Tu es pris au piège. Mais non, je suis pas pris au piège, c'est la réalité. J'essaye d'argumenter. Tu es pris au piège d'une argumentation qui voudrait qu'un fait individuel engage la totalité des gens. C'est ce que tu dis est scandaleux autant qu'Estrosi. Et c'est pas parce qu'Estrosi le fait et n'est pas critiqué que d'emblée la France devrait être mise à l'encan. Il y en a un, ça passe sous silence, d'autres, ça fait de la polémique. Non, mais ça passe sous silence parce que les chaînes d'information ne font pas leur travail. Ça passe sous silence parce que nous ne sommes pas assez vigilants pour le dénoncer en permanence. Ça fait polémique parce que le président de la République devrait le dire. Ça fait polémique parce que l'ensemble du faisceau protecteur qui est celui d'une conscience républicaine a disparu. Mais c'est pas scandaleux parce que Estrosi le fait et d'emblée, moi je ne me reconnais pas, pourtant nous avons des proximités politiques avec lui, dans le caractère corporatiste et d'une certaine façon le caractère purement électoraliste. Quand le député Pupponi fait sa proposition
et c'est très bien que vous acceptiez le débat avec lui, est-ce qu'au fond, il est convaincu de son argument, ou est-ce que c'est on le verra lors du débat. Ou est-ce que c'est un argument électoraliste? La question est posée, et moi je pense qu'on est en train de perdre l'idée de République en partant du principe que des faits désincarnés, oui, au sens littéral du terme, qui sont d'une certaine façon pas superposables ou pas agglomérés, ne représentent pas l'immense majorité des faits. Le fait minoritaire, même s'il est plus visible, même s'il s'exprime davantage, ne représente pas l'état de la question. Quand Robert Ménard, sur une chaîne d'information continue, dit ce qu'il dit, ça n'engage que Robert Ménard. Voilà. Et Gilles Platré, qui est le maire de Chalon-sur-Saône aussi, qui était chez l'invité de Morandini, qu'on écoutera dans un instant. Philippe, sur les drapeaux non européens, brandis dans les mairies, aux abords des mairies, les danses traditionnelles auxquelles a fait allusion la députée, est-ce qu'il faut l'interdire, Philippe ? Alors, on parle de drapeaux non européens, c'est bien ça, hein ? Ouais, c'est ça, drapeaux étrangers, mais bon, on a très bien compris de quoi il s'agissait. Non, mais attends, faut être clair. Est-ce que c'est des drapeaux étrangers, hormis le drapeau français ? Ou est-ce que c'est des drapeaux non européens? Ou est-ce que c'est des drapeaux non caucasiens? Non, c'est des drapeaux étrangers. Voilà ce qui est dit. Drapeaux étrangers. Donc, c'est-à-dire que si je suis espagnol, je ne peux pas sortir un drapeau espagnol. Tu vois, si je suis d'origine espagnole. Si je suis d'origine portugaise, je peux pas sortir un vache fouder. Voilà, c'est ça. En période de foot. Non, attends, la question est importante. Estrosi a été critiqué parce qu'il a remplacé le drapeau français par un drapeau israélien. La question, évidemment, du choix de mettre un drapeau étranger à côté du drapeau français à l'occasion d'une fête nationale, à mon avis, ne pose aucun problème. Ouais, mais là, on parle de mariage. Là, lors des mariages. Enfin non, notre interlocuteur ne parlait pas de ça. Il parlait du fait. Oui, je sais, bien sûr. Mais là, ce dont faisait allusion la députée, c'était lors des mariages. Oui, Philippe. Non mais tu vois bien, Christophe, qu'on s'enfonce de plus en plus, et qu'on veut faire des lois qui ressemblent à des lois de Vichy, à des lois d'un temps qui est horrible, et on voit que c'est le début d'une ségrégation, et on va créer des ghettos. Oui, la charia de la laïcité. Ces gens-là sont la charia de la laïcité, j'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal, Rachida, bravo. Avec le code de vestimentaire et le bâton. Excusez-moi, parce que sinon je pars sur une autre réunion. Oui. Donc, je dis que ces gens-là sont racistes, sont islamophobes, c'est les mêmes qui sont aussi antisémites. Donc, à un moment donné, moi, je dis, on a les élus qu'on mérite. Ces gens-là, s'ils sont arrivés, c'est qu'il y a des gens qui ont voté. Alors, moi, je m'adresse aux 80% d'abstentionnistes, là, qui disent que la politique, c'est de la merde. Moi, je vais vous redire une chose, et je l'ai dit à ce temps d'antenne. Les politiciens n'ont qu'un seul programme, uniquement pour celles et ceux qui votent. Donc, on peut refaire le match tant qu'on veut, mais tant qu'il y aura 80% d'abstention, on aura des racistes au pouvoir et qui auront le pouvoir démocratiquement, et ils sont légitimes à l'avoir. Totalement d'accord avec Philippe. J'invite, sur le même ton que Marine Le Pen, les abstentionnistes à arrêter de se faire insulter une partie de nos compatriotes français et françaises. Je leur invite à rentrer en résistance et je fais le même appel que le général de Gaulle. Il est temps maintenant, tout de suite, de libérer la France des fascistes et des abominables nazis. On n'est pas en meeting électoral, un peu quand même. Mais justement, le ton n'est pas tout à fait. Le message est bon, mais le ton est un peu désincarné parce que encore une fois. Mais je comprends, Philippe. Oui, mais demain, c'est intenable qu'il va y avoir. Parce qu'il y a l'échéance là des présidentielles. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Des gens commencent à dire des choses immondes, affreuses. Mais ça fait des années qu'ils disent. On va, c'est l'escalade à la plus que d'habitude quand même. Oui, on a ces Fox News. Donc la riposte, elle doit être démocratique, elle doit être dans les urnes. Donc soit vous acceptez de vous faire insulter, et vous faire mépriser. Non mais bon, moi je suis très mal à l'aise avec le discours politique là. C'est un discours très politicien, Philippe. Et c'est les mêmes, lorsqu'ils sont en galère, qui vont pleurer auprès des salafistes. Garde-en pour Valérie Pécresse, Philippe. Garde-en pour Valérie Pécresse. Philippe, ne te trompe pas de combat. L'exagération n'est pas la fille naturelle de la politique. Alors on va écouter Fatah qui nous appelle au 01 40 33 9000, qui vient d'écouter le discours de l'appel du général de Boyaki. Fatah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon Fatah. Comment ça va, Fatah? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Bon, très bien. Attention, alhamdoulilah, c'est un peu... c'est pas bon là, attention, restons républicains, alhamdoulilah, Inch'Allah, tout ça, oulala, attention. Écoute, je pense qu'on a le droit de s'exprimer librement. Oui, non mais je plaisante, bien sûr. Allez, je sais bien, mais c'est bon de le dire quand même. Alors on t'écoute mon Fatah, vas-y, j'ai une petite minute pour toi à peine. Alors moi j'ai deux choses à dire. La première, c'est je voulais rebondir par rapport à ce qu'a disait son invité, Rachida, je crois. Oui, c'est ça, c'est Rachida Kabouri. Par rapport à la langue arabe, l'enseignement de la langue arabe,
qu'est-ce qui empêche les gens de transmettre cette langue arabe maternelle auprès de leurs enfants? Puisqu'elle disait à un moment, les enfants ne savent pas la langue arabe. Moi, je l'ai appris de la part de mes parents, mais qu'est-ce qui nous en empêche de la transmettre à vos enfants? À un moment donné, il ne faut pas attendre de l'école cette transmission-là. Les Portugais parlent très bien portugais entre eux, ils transmettent à leurs enfants. Les Turcs, c'est pareil. Enfin, moi, je vois autour de moi. Oui, bonne réflexion de Fatah, là, Rachida. Bonne réflexion de Fatah qui nous dit rien ne vous empêche d'apprendre à vos enfants l'arabe. Enfin, moi, je comprends pas. Il faut pas attendre de l'école de la République la transmission linguistique maternelle. D'accord. Fatah, juste réponse de Rachida, rapidement. Alors, Fatah, quand je parle de la langue arabe, il faut savoir que la langue qu'on parle à la maison, c'est du dialecte entre guillemets. Moi, ce que je découvre, non, il faut vraiment avoir des professeurs pour connaître la langue arabe littéraire. Voilà, moi, je parle de la langue littéraire, c'est-à-dire non. Bah oui, non. La langue maternelle. Précision apportée. Voilà, alors, on parle de l'arabe littéraire. Voilà. Moi, je parle de la langue arabe littéraire, dans le sens où aujourd'hui, on s'enflamme, il y a des fantasmes là-dessus, dans le sens où qui dit apprendre l'arabe littéraire, c'est apprendre la langue du Coran. Alors bougez pas, Rachida, je suis désolé de vous interrompre. Fatah, reste avec nous, on se fait une petite pub rapidement, puis dans un instant on écoutera Gilles Platré aussi, qui en a rajouté une couche, mais qui a été un peu plus claire encore que la députée LR que nous... Le LGF sur France Maghreb 2 avec Philippe Boureki, Emmanuel Dupuis et Rachida Kabroui qui est notre invitée depuis tout à l'heure au cœur de la polémique malgré elle. Alors Emmanuel, on est en direct, Rachida, Philippe, je voulais vous faire écouter pour terminer. Je vous ai fait écouter donc la députée il y a quelques instants, Annie Javarté qui est députée LR du Doubs. Gilles Platré qui est élu d'invité de Morandini ce matin sur CNews Non-Stop People en débat avec Aurélien Taché. Voici ce qu'il déclare. Et il a été, à mon sens, beaucoup plus clair concernant donc les propos de la députée cette nuit à l'Assemblée nationale. Écoutez. Bon, c'est un officier d'état civil qui va vous parler. Oui, vous êtes maire, donc. Pourquoi cette affaire arrive maintenant? Parce que les mariages reprennent. Donc c'est pas anodin et ils reprennent en force. Et tant mieux d'ailleurs que les mariages soient de nouveau célébrés. Il faut regarder les choses en face. Ce que ne fait pas évidemment le ministre qui ne vit pas avec le peuple. Aujourd'hui, quand vous avez dans une mairie un envahissement, j'emploie le mot à souhait, même s'il doit choquer, parce que c'est exactement ce qui se passe, de personnes qui ne respectent rien, qui arrivent avec des étendards étrangers, qui chantent avec des connotations plus ou moins religieuses, qui se mettent à danser. Vous dites, ils viennent pas avec une sono, c'est bien pire. Ils viennent avec les tam-tams et la musique. Donc, à un moment donné, il faut réglementer. Moi, alors, d'ailleurs, Aurélien Taché a très bien situé géographiquement le problème. C'est l'Afrique du Nord. Moi, j'ai marié des Colombiens, j'ai marié des Ukrainiens, j'ai jamais eu de problème, jamais. J'ai des problèmes avec des débordements liés à certains mariages de personnes issues du Maghreb. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en novembre 2018 ? Eh ben, on a réglementé. J'ai pris un arrêté interdisant les emblèmes étrangers, les chants, les danses à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est déjà assez compliqué à gérer à l'extérieur, je peux vous le dire. Quand vous avez accompagnant le mariage des jeunes qui se livrent à des rodéos à travers les tables des terrasses au pied de l'hôtel de ville, comme ça encore été le cas samedi dernier. Donc il y a tout un contexte qui montre bien. Alors taxez-moi de xénophobe si vous voulez. Attendez, je vous parle de ce qui se passe dans le cadre des mariages. Voilà, c'est Gilles Platré, donc maire de Chalon-sur-Saône. Rachida, qu'avez-vous à lui répondre pour terminer ? Ce monsieur doit s'ennuyer chez lui